pour cette séance, en fait, est née pendant pas mal de festivals. On a parlé de beaucoup de choses comme hier, avant-hier et les jours précédents. Et puis à un moment donné, s'est posé la question, parce que même quand on aime bien les plantes, même quand on cultive, mais à partir du moment où on les branche et qu'on veut écouter quelque chose pour partager ou faire ce qu'on a envie de faire avec, de la musique et tout, on oublie, on sous-estime que la plante, elle est vivante. On le dit, on peut le démontrer, machin, etc. Mais quand on a une plante avec soi, bah, elle est vivante. Donc, comme un animal, bah, il faut subvenir à ses besoins, surtout si elle est en pot, etc. Donc, je précise bien qu'on sous-estime le besoin d'une plante. Alors, comme il existe beaucoup de plantes très différentes, on va essayer de vous donner des clés de compréhension de comment faire simple quand éventuellement ça peut être très compliqué, mais apprendre un peu l'alphabet du jardinage de façon à ce que, quelle que soit la plante, bah, vous puissiez vous débrouiller avec un optimum de compréhension et sans vous soucier de savoir d'où la plante vient, quelle est la famille. Il y a quand même une base. Quand vous voyez un jardin avec 3000 plantes différentes, ne pensez pas qu'on va avoir 3000 systèmes différents pour cultiver les plantes. Pas du tout. On a un système optimum pour garder les plantes ensemble. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir là. Donc là, la première chose, c'est de dire que vous savez qu'il y a des plantes qui sont acidophiles, en termes pour des plantes de terrain acide ou de terrain calcaire, sans rentrer dans tous les détails parce qu'on n'est pas là pour faire de l'agronomie, etc. Mais une chose qu'il faut bien comprendre, parce que souvent on va voir dans les bouquins quelle plante pour terrain acide, quelle plante pour terrain basique, et qu'est-ce qu'on fait avec ça. En fait, quand on va cultiver une plante pour soi, il y a une règle. C'est d'abord où on se trouve nous. Donc si vous êtes dans le sud-est de la France, si vous avez un pH très élevé, eh bien vous faites avec un pH élevé et les plantes qui supportent ce pH, il faut toujours être au plus proche de la naturalité du lieu où vous êtes. Voilà, ça c'est très important. Euh, Ça, c'est le premier point. Ça paraît tout bête, hein, mais en fait, on cherche toujours à faire un peu d'exotisme. Dans un jardin, on va voir un bougainvillier à Paris, et puis on va voir un palmier à Paris, et puis en fait, non, on est à Paris, c'est très bien, il n'y a aucun problème, mais on va plutôt avoir des rhododendrons de montagne et que des plantes qui demandent des climats qui n'ont rien à voir avec Paris. Un agriculteur ici, s'il veut cultiver la lavande, bonne chance, hein, parce que ça va être difficile. Par contre, si on veut cultiver des camélias, parfait, tant mieux. Et si on veut cultiver de la lavande, on ira plus dans un coin adapté pour ça. Donc ça, c'est le côté basique des choses, adapter sa plante par rapport au système que l'on veut avoir. Alors maintenant, comme là, on n'est pas dans un système de culture ou de grande culture, oui, vous avez des plantes en pot qui sont derrière, qui nous servent, nous, pour la musique des plantes. Donc il y a un chlorophytum, un trichirtis, un bégonia, ça vient donc l'île de Crète, il y a des plantes japonaises, il y a de Nouvelle-Zélande pour le pseudo Panax. Bon, ok, très bien. Donc au départ, ce sont des plantes qui ont des besoins différents, mais on peut les classifier dans des besoins beaucoup plus simples. C'est-à-dire qu'en fait, soit une plante a besoin d'eau, soit elle a besoin de beaucoup moins d'eau. Déjà, ça, on écarte tout ça. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas les mettre ensemble. Là aussi, quand vous avez des plantes que j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez 3 plantes avec vous, n'emmenez pas une fougère qu'un cactus pour aller faire une problématique sonore ou dans un EHPAD par exemple. Non. Soit vous prenez des plantes succulentes avec des aloe vera et puis vous n'avez pas envie de travailler avec la fougère parce que ça ne vous parle pas, c'est pas un problème non plus. Eh bien, vous prenez des plantes qui ont la même typologie de soins à la journée, parce que si vous les transportez, si vous les... Bon, ça c'est important d'avoir le même type d'arrosage qui peut suffire aux 3 plantes différentes, et ça c'est quand même plus facile, parce que gérer ensemble des plantes qui ont des besoins très très différents, vous allez faire des erreurs, et les plantes ne vont pas du tout le supporter. Nous on a quelques plantes grasses que l'on a mis un peu à part, et qui, comme ça, ils ont des soins un peu à part. Bon, ça c'est la chose. Pour faire très simple, sans s'occuper des pH et être très compliqué, on peut dire une chose qui est vraie pour les jardins aussi, c'est que dans un terrain acide, dans un terreau acide, toutes les plantes peuvent venir. Regardez comme c'est simple. Un pH de 5, 6, 7, 7, 2, toutes les plantes qui demandent du calcaire, du basique, peuvent vivre très bien dans un sol acide. À l'inverse, ce n'est pas vrai. Si vous avez un sol basique avec un pH de 8, 8, 9 ou 9, etc., toutes les plantes acides ne vont pas supporter, vont finir par chloroser et voire mourir à long terme. Donc ce qui marche dans un sens ne marche pas dans l'autre. Donc pour vous, si vous avez besoin d'une plante et vous allez la trimballer quelque part pour faire de la... surtout ça, si on veut transporter des plantes avec soi pour ces systèmes-là, eh bien prenez un sol neutre,
Voilà, un pH. Et vous mettrez tout ce que vous voulez dedans, aussi bien des plantes basiques que des plantes plantes de terrain basiques ou de terrain acide, donc acidophile. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant de faire comme ça. Jean, Oui, je peux compléter? mais Ouais. intervient Oui, on fait dès un que tu peux. duo, donc je me permets d'interrompre Jean parce que comme il parle du pH, euh, dans dans mes conférences, je vous ai montré un diagramme. C'est Louis-Claude Vincent qui avait mis ce diagramme en exergue. Donc vous avez le pH et ce qu'on appelle le potentiel d'oxydoréduction. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une croix, on a 4 domaines, et les eucaryotes, donc, qui sont les plantes, c'est le cadran acide et plutôt réduit. C'est-à-dire un milieu plutôt réducteur et acide. Donc c'est pour ça que les milieux acides ne posent pas de problème. Par contre, l'autre cadran, c'est-à-dire je reste au même niveau réducteur, mais je passe en pH basique, là vous favorisez plutôt la vie unicellulaire. Donc les bactéries et donc une plante qui est, comment tu l'appelles, acide, voilà, que tu vas mettre dans un terrain basique, évidemment, elle va peut-être pouvoir se servir du terrain, mais comme c'est aussi le terrain des prokaryotes, si elle peut être plus facilement attaquée. Et voilà. Donc c'est pour ça que si vous voulez favoriser la vie, et ça marche aussi chez les êtres humains, ça c'est les travaux de Louis-Claude Vincent, quand on recommande une eau à boire, choisissez plutôt une eau légèrement acide et légèrement réductrice, parce que ça correspond au cadran des eucaryotes. Si vous choisissez une eau alcaline, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui vous vendent de l'eau alcaline en disant c'est génial, vous allez rajeunir. Quand vous regardez le cadran de Louis-Claude Vincent, moi j'ai des raclements de gorge. Parce qu'on n'est pas fait pour ça, nous non plus. On n'est pas fait pour boire de l'eau à pH 9. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous buvez de l'eau à pH 9, votre corps va réagir, ça c'est évident. Mais d'ici à dire que vous allez rajeunir et des choses comme ça, soyez prudent, donc chaque fois que vous prenez de l'eau plus neutre, ça va, il n'y a pas de souci, mais plutôt légèrement acide, c'est-à-dire pH en dessous de 7, et légèrement réductrice, c'est facile. Si jamais votre eau, si vous voulez être sûr d'avoir qu'elle soit un peu réductrice, vous mettez un peu de jus de citron. Quelques gouttes de jus de citron, et là, le potentiel redox, il baisse. Et à ce moment-là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ensuite, une plante dans un pot, si c'est le cas d'un plante en pot, elle a besoin d'un minimum d'alimentation. D'un minimum d'alimentation. Dire vraiment alors, ce que nous, on peut dire, c'est qu'effectivement, une plante va pouvoir plutôt vivre de la photosynthèse, etc., donc d'information, mais au sens large du terme. Quand on reprend les travaux de Ernst, sur une expérience qu'il avait faite sur un séquoia de 1530 tonnes de bois, on s'aperçoit que seulement moins d'1% de l'arbre, de la matière, vient du sol. Tout le reste, c'est de l'information, c'est de la photosynthèse, du carbone de l'air. Donc, ce qui veut dire que quand on envoie, sur des emballages, mettez 2 kg au mètre cube ou mettez 20 grammes par pot, etc., c'est trop. Ça ne sert à rien. Donc il y a un moyen d'échapper à tout ça et de faire simple encore pour à peu près n'importe quel type de plante, sauf j'enlève là-dedans tout ce qui est plantes dites succulentes, cactus et compagnie qui sont vraiment tout à fait à part. Mais toutes les plantes qui sont avec des feuilles vertes, panachées, pourpres, etc., toutes les plantes qui fonctionnent avec un minimum d'humidité, eh bien, vous pouvez placer tout ce qui est plutôt naturel, donc un compost, si vous faites vous-même, un terreau de sous-bois que vous pouvez éventuellement prélever, mélanger avec un peu de terre végétale acide. C'est des choses toutes simples qui marchent très très bien. Évitez de mettre des engrais liquides. Bon, je ne sais pas si les gens en mettent ici, mais c'est extrêmement compliqué pour la plante. Et d'ailleurs, de manière générale, si vous mettez, ça vous est peut-être arrivé, vous mettez des engrais liquides dont je tairai le nom et la marque, mais souvent sur vos rosiers, d'un coup, vous avez plein de pucerons qui arrivent sur la tige. En fait, c'est vous-même qui avez provoqué l'arrivée des pucerons que la plante a demandé pour ralentir sa croissance afin qu'elle puisse faire de l'écorce avant l'hiver. Donc, c'est nos problèmes de culture qui provoquent cela. Donc, pour ne pas avoir le sujet, eh bien, vous prenez tout ce qui est à partir de décomposition naturelle. Ça a c'est assez intéressant. On remarque
que les problèmes sur les grandes cultures, par exemple, si on a un sol très pauvre et très très bien équilibré, on a des cultures qui sont avec beaucoup de rendement, des sols qui sont très riches mais déséquilibrés au niveau des éléments. On a les problèmes de mildiou, d'oïdium, de tout ce qu'on voudra. C'est un vrai bazar. Donc, et d'ailleurs, autrefois, on le savait, quand on avait des problèmes de culture, on cultive du blé, des haricots, puis à un moment donné, quand on voit les récoltes baisser en termes de quantité, on fait une jachère, on fait rien, on fait une rotation de culture, puis quand on revient 2 ans après, on replante nos haricots, nos blés, hop, ça repart. C'est-à-dire que le sol s'est rééquilibré tout seul. Et dans un pot, on peut faire la même chose, on met que des éléments naturels, donc un compost, un fumier très très composté. Des fois, on entend j'ai mis du fumier. Mon voisin en avait, j'en ai mis sur mes plantes, elles vont pas très bien. Je pense pas, du fumier c'est bon, donc ça peut pas être ça. Mais on a mis du crottin de cheval ou de frais sur les plantes, mais c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop acide, l'urée est beaucoup trop présente et pas transformée, et ça brûle les racines, ça brûle. Donc en fait, quand on veut mettre naturel, eh bien, il faut qu'il n'y ait plus aucune odeur. Vous pouvez vous prendre la matière avec la main et que ça puisse s'effriter comme un terreau, et ça ne doit jamais s'agglomérer. Voilà, ça c'est la base même du jardinier amateur, c'est ce qu'on peut faire et d'une manière très simple. Donc si vous avez la chance d'avoir des animaux, etc., vous pouvez faire composter. Vous attendez 3 ans, le compost, et ce compost de 3 ans, vous pouvez le mettre à n'importe quel type de plante. Ça aussi, c'est d'un côté très pragmatique. Si vous avez la chance d'avoir un bout de jardin, souvent on nous dit dans les terreaux, vous pouvez mettre le terreau à feuilles de chêne, c'est mieux, feuilles de platane, il faut éviter, etc. C'est pas comme ça que ça marche vraiment. Si on veut faire des semis à partir de terreaux de feuilles de chêne, c'est vrai, ça va aller vite. En 6 mois, on a un terreau et on peut faire les semis l'année d'après. Le platane, il contient beaucoup plus de lignine et c'est un terreau donc, qui est beaucoup plus stable, qui se dégrade beaucoup plus long dans le temps et qui, donc pour l'amélioration des sols, il va être meilleur puisqu'il va apporter une longévité de compostage beaucoup plus importante. Et donc l'idée, c'est de aussi mélanger. Donc il y a aussi une formule miracle. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas vous casser la tête à calculer quel type de pourcentage de feuilles de cerisier ou de châtaignier que vous allez mettre dans votre compost, etc., ou par rapport à votre jardin, en fait, vous mélangez tout, sauf les plures d'agrumes, parce que c'est vraiment très très acide, etc. Et encore que, on peut le faire. On a un composteur ici, là, vous tournez régulièrement. Une fois qu'il est complètement décomposé sur le long terme, pas sur le court terme, sur le long terme, là c'est pareil, sur 2 ans, etc., et vous avez un pH neutre, vous avez plein d'éléments fertilisants, quelle que soit la source de sourçage du compost. Donc la nature est quand même super bien faite, et c'est quand même simple, mais il faut du temps. Et un jardin, oui, bien sûr. Mais après, si vous devez acheter quelque chose, eh bien, il y a dans le commerce des gens qui travaillent en bio. Donc, vous avez Germifleur sur Toulouse, vous avez Orbrun qui est très connu. Vous prenez des terreaux Orbrun, ils sont faits à l'ancienne en fait, ils sont faits en Vendée, pas loin de Saint-Jean-de-Mont, à partir d'algues. Alors, on peut peut-être parler des algues par rapport à la composition, effectivement, que ça apporte dans un terreau. Mais ce qui veut dire par là, c'est que c'est fait à l'ancienne, donc c'est composté, c'est mélangé, ça dure des mois, et après ils en sachent ce terreau-là. Et ce que vous avez, c'est un terreau comme le faisaient nos arrière-grands-parents dans les fermes. Mais donc ça, c'est très bon. Cette marque-là, on peut la citer parce qu'elle est vraiment faite d'une manière tout à fait excellente, on va dire ça comme ça. Voilà. Évitez tout ce qui est chimique, évitez tout ce qui est liquide, passez que par du compost. D'ailleurs, vous allez voir qu'un orbrun, on va dire oui, mais il coûte plus cher au kilo, etc. Oui, mais vous mettez 1 à 2% du terreau en orbrun. D'où le côté riche, stable de ce compost. Voilà. Un mot sur le côté alimentaire, comme ça, de ta plante? Oui, enfin moi, le côté bassement chimique, Oui. la différence entre la lignine et les plantes, la lignine, ça donne l'écorce. Donc, vous voyez, c'est un polymère qu'on appelle phénolique. Il y a des composés aromatiques dedans. C'est ce qui donne de la résistance. Et donc, c'est plus long à dégrader que la cellulose, qui, elles, sont des molécules de sucre qui sont à la queue leu-leu. Donc là, parce qu'il y a quand même des êtres qui travaillent dans le sol pour faire le compost. C'est très facile de décomposer la cellulose. Par contre, la lignine, ça demande des compétences particulières. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention avec les composés qui ont de la lignine, sachant que la lignine, souvent, c'est aussi ce qu'une plante fabrique comme antibactérien. C'est-à-dire c'est quelque chose c'est justement les bactéries qui travaillent dans les composts. Voilà. Oui, c'est pour ça que le compost dure beaucoup plus longtemps, Voilà. etc. Mais ça peut être aussi un avantage suivant le jardinage Oui, que l'on veut avoir.
Ça dépend ce qu'on veut. Voilà, Ah. ça dépend ce qu'on veut. C'est pour ça que on entend voir le terreau feuille de chêne, et il est super. Terreau feuille de platane, il vaut rien. Ça n'a rien à voir. Ça dépend ce qu'on veut. Ah. Si vous voulez transporter 10 tonnes avec un Solex, ça va être compliqué. Vous prenez un poids lourd. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Il faut prendre ce dont on a besoin par rapport à ce que l'on veut. C'est aussi simple que ça. Donc, alors, après, il y a quelque chose qui est complètement sous-estimé, même par les professionnels, c'est le pot. Il y a un pot. Un pot. Alors, vous avez remarqué que nous, on travaille beaucoup avec des pots de terre, parce qu'effectivement, il y a un échange entre l'extérieur et l'intérieur. Vous avez, quand vous regardez la couleur du pot, vous voyez qu'il y a différentes strates, les micro-organismes finissent par se mettre dans le pot. Donc en fait, c'est un peu comme un sol naturel, parce que c'est de l'argile. Et les micro-organismes se mettent à la hauteur, normalement, qu'ils sont dans le sol. Vous avez des mécanismes qui sont plutôt, qui demandent beaucoup plus d'aération, d'autres moins. Donc moins ils ont besoin d'aération, plus ils sont au sol. Donc un pot, c'est quand même très aéré. Mais globalement, c'est comme on recrée un peu l'échange sol-air qu'il y a dans un sol. Et ça, c'est très important pour la plante. Parce que quand vous avez un pot en plastique, qu'on peut avoir aussi dans les cultures, mais il n'y a aucun échange entre l'extérieur. Et c'est là où on peut avoir des problèmes d'humidité, des problèmes de chignonnage de racines, de résistance de plante à la sécheresse. Un pot en terre, la plante va être beaucoup plus résiliente que dans un pot plastique, par exemple. Donc, si vous pouvez avoir des pots en terre, c'est bien, mais pas avoir des pots de couleur avec une céramique qui va rendre quasiment étanche ça. Donc, c'est vraiment un pot naturel, à l'ancienne, un pot horticole. Alors, dire oui, mais c'est pas joli parce que ça fait des traces. Mais c'est la vie. Ce sont les traces de vie. Et donc, c'est ça qui est très important, c'est que la plante se porte bien. Après, il y a quelque chose de très, aujourd'hui, moderne, c'est des pots de couleur. Alors, je ne sais pas si vous êtes adepte des pots de couleur, mais en jardinerie, on voit ça partout. C'est un non-sens total pour la plante. Et je prends juste un exemple pour spécifier ça. On a un horticulteur avec qui on travaille avec le biodynamiseur et qui était super... il nous avait, au festival de l'an dernier, il avait cultivé des pieds de tomates de la même variété. Puis, comme je lui avais demandé 10 pieds, je dis j'ai pas 10 pieds dans la même variété, enfin, c'est la même variété, mais j'ai des pots différents. Donc, il avait des pots 5 pieds qui étaient dans un pot jaune, 5 pieds qui étaient dans un pot rose ou je sais plus trop quoi, et puis 5 pots dans les pots noirs classiques. Et il me dit je suis désolé, mais là, il y a un petit peu tache de mildiou, etc. Mais on ne comprend pas, tous les pots, toutes ces variétés, toute cette série-là, il y a des mildious, etc. Puis l'autre, il n'y a rien du tout. Et je dis, bah oui, c'est normal, puisque... Il me dit, bah pourquoi? Bah regarde les pots. Bah, quel rapport qu'il y a entre les pots et le mildiou? Bah, c'est très simple, c'est que le pot noir, il est neutre d'un point de vue de luminosité. Les pots plastiques aujourd'hui sont très fins, donc il y a quand même la lumière qui passe à travers. Et quand vous avez la plante qui reçoit une lumière qui a traversé une couleur jaune, rose ou verte, elle est déstabilisée, pour faire simple, et elle est fragilisée. Et donc elle a des problèmes de mildiou, d'oïdium, de tout ce qu'on voudra. Le pot noir ne fait pas ça, il est neutre, les éléments sont neutres, et ils ne viennent pas perturber le métabolisme de la plante. Donc le pot, vous voyez l'importance que ça a. Ne prenez pas un pot de couleur. Par définition, vous aurez un problème, surtout que quand on voit des pots de couleur dans des magasins, eh bien, en fait, les pots circulent, ils sont cultivés très vite, le plus vite possible, ça passe, et puis c'est vendu ou ça va à la poubelle. Mais quand vous gardez votre plante, ce que vous voulez, c'est garder la plante et pouvoir les brancher, tous les pots de couleur, il faut les évincer tout de suite, ça ne sert à rien. Je vous passe les méthodes de fabrication et les déchets liés à la couleur. Marc en paraît plus que moi, c'est même pas la peine d'y penser. Alors qu'un pot de terre, s'il casse, ce qui peut arriver, on le met en pilon, on peut mettre sur du gravier, enfin on peut le mettre au compost aussi. Ça c'est tout à fait normal. Voilà. Donc l'importance du pot. Là, je peux rajouter. Certainement. Ça aussi, la couleur. Vous voulez parler, Olivier? Bon. Oui, là, les pots en terre, pourquoi ils sont rouges? Parce que c'est le fer. C'est-à-dire, au pire, si le pot doit donner quelque chose à la plante, il donnera du fer. Et comme vous le savez tous, le fer est un élément qui est indispensable à la vie. Donc, un pot en terre céramique, pas de problème. Par contre, un pot qui n'est pas de couleur rouge, c'est qu'on a mis un colorant. Et là, évidemment, si le pot donne du fer, s'il y a un colorant qui n'est pas le fer, et que, je sais pas, tu parlais d'un pot jaune ou... Oui, c'est un pot plastique. Ça, c'est pas naturel du tout. Non. Et donc, ça veut dire que le pot va chimiquement, là, on n'est pas dans l'éthérique. Chimiquement, c'est comme quand vous prenez une nourriture avec des colorants artificiels. Donc, vous devez comprendre que, voilà.
Il y a des produits naturels qui sont à la terre, qui est toujours rouge parce qu'il y a toujours du fer dans la terre. On peut pas. Normalement, la terre devrait ne pas avoir de couleur, mais elle est toujours rouge parce qu'il y a du fer et qu'on ne peut pas se passer du fer. D'ailleurs, vous devez le savoir puisque comment on appelle la graine de notre planète, le noyau central, on appelle ça le niphé, nickel, fer. Ce qui fait que le fer, vous ne pouvez pas l'éviter. Dès qu'il y a un tremblement de terre, dès qu'il y a une éruption volcanique, il remonte et il colore tout. Donc c'est pour ça que les pots en terre sont. Enfin, la terre est toujours de cette couleur rouge. Après, elle peut être brune, elle peut être noire. Ça, après, ça va dépendre. Pour le brun, ça va dépendre de la quantité de fer. Pour le noir, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la matière organique, au carbone, qui est mieux qu'un petit peu trop réducteur. Mais voilà, donc oui, ça, prenons des pots le plus naturel possible. voilà, le plus simple, banal possible. Voilà. Oui, question. Un surpôt. Ouais, très bonne question. Alors justement, si vous avez des appareils, vous allez pouvoir tester l'activité électrique des plantes. Donc, s'il y a des pots de couleur, vous allez dans une jardinerie par exemple, vous allez regarder les pots de couleur jaune, etc. Vous allez voir, c'est juste intéressant. Et alors, pour les plantes, tout ce qui est cache-pot, la plante a horreur. Voilà. Et quand on avait fait des conférences botaniques, on demandait aux gens de pouvoir amener leurs plantes. Dans les conférences de Noël, on fait ça comme ça. Les gens amènent leurs plantes, puis on écoute. Voilà. Et tous les gens qui arrivent avec leur cache-pot, la plante, elle est très affaiblie de manière générale. Tout simplement parce que ça crée un microcosme qui est très fermé, avec beaucoup de champignons. D'ailleurs, ça sent le renfermé. Et donc, ça, c'est pas agréable ni pour la plante. Et on réduit l'activité électrique de la plante considérablement avec un cache-pot. Donc, plus de cache-pot. Jamais. Au niveau de la croissance de la plante, l'activité électrique de la plante est largement réduite par n'importe quel type de cache-pot. Ouais. Alors, oui, on est en bois. Alors, soit, effectivement, vous avez votre plante directement dans le bois, mais le bois, il va finir par s'abîmer. Donc, vous avez aussi la possibilité de mettre c'est bidim, c'est des couches de polyane ou ça reste pas très naturel en soi, avec les adjuvants qui sont dedans, mais globalement, on va dire qu'on va isoler le bois on met un pot plastique dans un pot de bois, en fait, c'est ce que ça veut dire. Parce que si vous mettez directement la terre avec le bois, à un moment donné, ça va se dégrader et le bois va finir par se dégrader. Donc, mais on peut mettre effectivement une plante dans un pot. D'ailleurs, dans le temps, on a eu des pots en bois. Bon, ça dure le temps que ça dure. Hein. Le bois finit par se dégrader parce qu'évidemment, c'est vivant. Le micro-organisme s'y met, ça dégrade le bois. Ça, c'est normal. Voilà. Mais en fait, alors, quand on veut, donc un pot en terre, un pot en pierre, ça marche aussi. Enfin, en minéral, ça marche aussi, mais c'est beaucoup plus lourd, bien entendu. Ou en plastique noir, mais pas de couleur. Ça, c'est vraiment pas de cache-pot. Donc, ça, c'est vraiment important. Et même après le visuel, hein, quand même, je trouve que c'est quand on a vraiment une plante en permanence. Alors, l'inconvénient des pots en terre, c'est qu'on n'a pas d'énorme volume aujourd'hui à disposition en fabrication en pot, alors que les pots plastiques, on peut aller dans un volume assez important. Donc, ça dépend des endroits où on se trouve aussi. Voilà. Oui. Alors après, oui, en fait, quand on fait des semis, alors l'idée alors justement, ça, il y a une autre question aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, voilà, quand on parle de racines de plantes, là, c'est un jeune chêne de 300 ans, il y a les racines qui descendent jusqu'à 160 mètres de profondeur. Et voilà. Et ça, c'est pour dire que les racines, on sous-estime que quand on regarde une plante, c'est d'abord les racines. Quand on cultive les racines. La partie aérienne, en fait, on est des fois obligé de tailler parce que sinon, on n'aurait pas la place de laisser pousser la plante. La plante, elle fait ça pour faire sa photosynthèse, pour communiquer. Et puis il y a des plantes qui sont naturellement compactes que l'on peut garder sans avoir à tailler, ça c'est bien aussi. Mais on ne devrait jamais toucher aux racines. Donc ce qui veut dire que quand on a, alors même pour son jardin, si on veut planter un arbre, il faut s'assurer qu'il soit issu de semis de façon à ce que la racine principale, le pivot, puisse descendre pour toutes les plantes qui font le pivot jusque là où naturellement la plante puisse le faire. Dès qu'on coupe le pivot en pépinière, quand vous achetez un arbre un peu grand, les pivots ont été coupés en pépinière. Donc l'arbre est déjà amputé de sa partie principale qu'elle ne refera jamais. Jamais. Donc, si une plante, vous faites plaisir, puis vous pensez, on a une personne comme ça l'autre jour pour de l'agroforesterie, et s'est engagée à faire un truc d'agroforesterie, tout est bien, c'est très, très bon démarchage, très bonne analyse des variétés qu'il faut par rapport au sol et tout est parfait.
ils ont trouvé des plantes dans une pépinière qui coupe les pivots. Mais aujourd'hui, toutes les pépinières coupent les pivots. Hein. Moi, j'ai appris comme ça, hein, et on l'a fait aussi. Mais toutes les plantes qu'on a plantées au jardin, donc elle a coupé le pivot, aujourd'hui, entre la tempête close, le vieillissement prématuré, la grande chaleur, ces plantes-là, elles n'existent plus. Les dernières que nous avions, c'était des cerisiers là-bas, qu'on avait greffés dans les années, je ne sais plus combien, 88, 89. La sécheresse de l'an dernier, ça y est, c'est fini. Mais parce que les racines ne sont pas assez profondes pour résister. Alors toutes les plantes qu'on a fait nous-mêmes, qui sont en pivot, la plupart qui sont au jardin, etc., bon, bah, elles sont là, on ne les arrose pas spécifiquement. L'an dernier, on n'a arrosé que les plantes nouvellement installées, mais les plus anciennes, jamais du tout. Même les camélias, hein, qui pourtant demandent un peu d'eau, ils n'ont pas besoin. Alors, ça veut dire que j'y viens. Tu as raison de me remettre sur le chemin. Ces alvéoles-là sont faites que vous semez une graine dans ces alvéoles-là, et dès que vous voyez le pivot sortir c'est du carton, c'est de la cellulose, ça décompose, c'est pas un problème. Vous pouvez donc planter votre alvéole dans un pot qui après ça va se dégrader, et comme ça vous ne cassez pas votre pivot. C'est la problématique d'un pivot, c'est que quand on fait un semis soi-même, eh bien en fait c'est un peu délicat à enlever et soulever la plantule sans casser le pivot. Et ça c'est une opération. Autrefois, on apprenait à faire ça. Maintenant, on met des alvéoles comme ça. Ça évite de casser le pivot dans ce genre de cas. Donc, c'est très utile, effectivement, pour cultiver plus vite. Et ensuite, ce qui était souvent quand on fait des semis comme ça, le fait on ne fait pas d'arrêt végétatif. Hein, c'est-à-dire que on va faire notre graine, dès qu'on voit les racines en plante, la plante continue parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Tandis que si vous faites un semis en terrine, vous enlevez la plante une par une, vous les mettez en racines nues, il y a un arrêt végétatif le temps que la plante puisse reprendre son esprit quelque part pour reprendre et continuer. Donc ça évite ça. C'est pas indispensable non plus, hein, mais c'est très bien, il n'y a aucun problème. Après, c'est de la cellulose. En général, ce qui est fait, c'est avec des déchets de fabrication de papier à partir d'écorces et compagnie, ou de bois, il n'y a pas de mal. Ouais. Oui, enfin, là-bas. Bon, après, il y a des colorants là-dedans aussi. Je ne sais pas comment c'est fait les boîtes d'œufs. Quoi les boîtes pour contenir les œufs. Ah ça, il y a tous les modèles, il y a du plastique, il y a du carton, il y a du... Et après... Bon, le carton, il faut savoir que à la base c'est de la cellulose, hein. C'est-à-dire c'est quand même un matériau qui est assez intéressant. Mais par contre, on met des choses dedans pour que ce soit du carton, et moins cher que là. Donc c'est pas terrible. Je voudrais juste apporter une précision, parce que moi j'aime bien faire la connexion entre ce que dit Jean, qui est quelqu'un de terrain, et puis moi ce que je dis dans les conférences, qui suis plutôt... aérien. Aérien. Oui, je suis ascendant Gémeaux, donc... je vous ai parlé de la physique quantique. Là, ce qu'a dit Jean est une excellente illustration que je vous ai dit, la physique quantique, c'est comme ça que fonctionne dans la nature. Et les gens pensent tout de suite mathématiques, des trucs très compliqués. Sachant que je vous invite à discuter avec Jean-Claude Pantier, puisque j'ai appris là tout à l'heure en discutant que quand un peuple perd son alphabet et sa connaissance des mathématiques, il dégénère. Donc, le fait de venir à Gaujac, vous avez eu des mathématiques. Donc, vous voyez, on essaye de... Et c'est pas fini. Je vous ai dit aussi, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, ça, c'est un dicton, parce qu'on veut du beurre pour mettre sur la tartine, puis comme c'est bon, il faut payer. Et bon, il faut faire un compromis. Dans la nature, c'est comme ça. Si vous voulez aller très vite, vous n'irez pas très loin. Si par contre vous prenez le temps, vous irez très loin. Ça s'appelle la relation d'incertitude d'Heisenberg. Mais c'est la version agricole. On est à la racine même du problème, c'est-à-dire que quand on veut faire les choses bien, il faut se donner le temps de le faire. Si vous cherchez à les faire vite, et c'est le problème de notre société, on cherche à aller vite, 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 et on va perdre quelque chose, c'est la qualité. Voilà, donc ça, si vous avez compris ça, prenez votre temps quand vous faites n'importe quoi, du jardinage, mais aussi dans votre vie. Prenez du temps, et à ce moment-là,
chercher l'optimum entre la vitesse et ce que vous voulez faire, sachant que plus vous irez vite, moins vous irez loin. Oui, question. Alors, deux choses dedans. Effectivement, quand on prend une plante qui a un pivot comme un fruitier, si le pivot n'a pas été coupé comme dans un pot, à un moment donné, la racine. Alors, il y a deux comportements de la racine par rapport à ça. Si vous avez mis de l'engrais de synthèse, c'est sûr que la plante va tourner, elle devient folle. De toute façon, elle ne sait plus où elle est. Elle dit, je veux sortir, j'en peux plus. Et puis, elle trouve des petits trous au fond du pot. Pop, elle va s'enraciner. Et puis, si vous avez oublié que la racine est passée, vous voulez prendre votre pot. Enfin, je suis sûr que c'est arrivé au moins quand même plusieurs fois. Hein, je suis sûr à peu près. Vous avez, oh. Et puis, la plante, elle est partie dans le sol. S'il n'y a pas très longtemps qu'elle fait ça, bon, voilà, on va dire, nous dans le jargon on dit qu'elle a tété, bon, bah, on peut enlever, c'est pas un problème. Ou alors c'est beaucoup plus profond et puis on va couper et là, bah, c'est trop tard, le pivot est coupé et c'est fini. Par contre, c'est là où ça devient intéressant. Si vous êtes dans l'information au niveau de l'alimentation de la plante, et c'est aussi des travaux que nous sommes en train de faire, on prend l'eau du biodynamiseur pour mettre un songret, ou même de la dilumination, et bien on s'aperçoit que la plante, on a un lot ici volontairement qu'on a créé pour ça. Ce sont des synthèses japonaises. Alors c'est de la bouture, donc il n'y a pas vraiment de pivot, mais c'est une plante qui tète très facilement lorsqu'elle arrive au fond du pot. Eh bien ça fait 4 ans qu'elles reçoivent comme ça de l'information. La racine se développe, il y a les parois, donc les racines sont aux parois, puis bon, bah, il n'y a plus rien, bah, elle attend. Donc elle change, la plante va être beaucoup plus compacte, il y aura des boutons partout, elle attend. Mais elle ne s'échappe pas. Elle n'a pas envie de s'échapper, elle attend son tour d'être plantée. Enfin, c'est l'impression que j'en fais. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'un fruitier est pareil. Si vous avez un fruitier qui est assez puissant, si vous n'avez pas d'engrais chimiques dans le pot, et même si vous n'avez pas de compost trop azoté, ben, la plante va attendre beaucoup plus longtemps qu'on ne croit. Et c'est la raison, nous on a des plantes ici, elles sont en pot depuis le Pseudopanax, là. Et c'est une bouture, mais il n'y a pas de racine pivotante dans le pot. Ça fait 6 ans qu'il est dedans. Intéressant, sinon on aurait dû le rempoter déjà plusieurs fois. Donc ça c'est une nouveauté, quand on met de l'information à la place d'un engrais chimique, eh bien la plante, elle reçoit de l'information, elle fait ce qu'elle a à faire, mais elle ne va plus s'échapper du pot. Pour nous, quand une plante veut s'échapper, c'est qu'elle veut s'échapper, elle n'est pas contente, enfin elle n'est pas contente, elle est mieux ailleurs que là où elle est. Donc elle y va, alors qu'autrement, elle attend, elle patiente. Voilà. Donc deux réponses à la fois. Alors, nous, on fait plusieurs tests, mais là, en fait, c'était des tests concernant. Donc, on met une information de carbone, une information de cuivre. L'appareil fait une diélectrique je vous passe les détails. C'est relié avec les 50 Hz du Cosmos et compagnie. Et puis, on y met une information de musique de plante, une musique de Woodwardia orientalis, encore elle. Et puis, on y met après des songrès dont on a parlé. On met azote, phosphore, potasse uniquement par information. Alors, justement, à ce propos, Jean, les songrès, ils ont été faits, ils sont disponibles, mais Jean nous m'a dit de ne pas les diffuser. Donc, quelle attitude on adopte? Parce qu'avec Tommy, c'est Tommy et on a travaillé ensemble sur ces songrès, et pour tout ce qui est non songrès, avec Tommy, on a pris la décision de les mettre sur un album qui s'appelle O, que vous pouvez télécharger, il y a 10 morceaux, et c'est gratuit. Voilà. Mais on n'a pas mis les songrès parce que les gens les testent, les expérimentent. Voilà. Alors, si les gens veulent expérimenter les songrès, concrètement, on fait quoi? Alors, déjà, non. Si ça marche comme ça, c'est parce qu'on est comme toi. On veut diffuser que ce qu'on a vérifié, expérimenté nous-mêmes. Donc là, en fait, en plus, les songrès, c'est en général pour des entreprises un peu grandes qui ont des productions. C'est pour tout là, nous, qu'on les utilise. Et donc, on ne veut pas diffuser. Là, par exemple, on s'est aperçu que certaines posologies qui étaient très très bonnes pour les piments, pour le thym, par exemple, n'est pas bonne pour le piment. Donc vous ne pouvez pas dire c'est universel, etc. Donc on a besoin de tester tel songret pour où, comment, etc. Donc là, l'idée qu'on en a de faire, c'est de pouvoir faire un songret dit universel, comme il existe de l'engrais universel, comme le compost est universel. Et donc quand on aura démontré qu'un songret, donc par information, est universel au même titre qu'un compost,
on mettra gratuitement aussi, parce que c'est pas le but d'aller chercher. Ouais. C'est ça. Non, mais il faut qu'on définisse. Mais il faut nous, que on les veut gens le tester. sachent que s'ils veulent le faire, il faut être patient. Parce que là, si on dit, oui, voilà, faut être patient. Mais si je vous dis, je vous donne le Sangray qu'on a appelé nous numéro 3, vous n'allez pas être content, parce que sur les 7 Sangrays, celui-ci, il ne marche pas. Mais si on ne l'avait pas défini sur des cultures, évidemment, vous voyez, donc on ne met pas dans la circulation des choses qu'on n'a pas. Et comme c'est nouveau, forcément, il faut patienter un peu à ce niveau-là, évidemment. Voilà. Ceci dit, on cherche une solution qui soit complètement universelle pour toutes les plantes, comme un compost est universel pour toutes les plantes. On va y arriver, c'est sûr, mais ça passe par le terrain, ça passe par, donc automatiquement, on va semer, on va récolter, et suivant les récoltes, suivant les espèces, on va tenir nos tableaux et on va voir ce qui se passe. Voilà. Alors ça, c'est l'agriculture proprement dit, c'est pour ça qu'on fait le symposium qui est vraiment dédié à ça. Voilà. Et là, oui. Alors voilà. Non, bonne question. Donc j'ai mis ce moment par rapport à ça, justement, voilà, un arbre qui a un pivot va se développer comme ça. Une plante qui a un pivot dans un pot, elle va se développer du mieux qu'elle peut, et puis elle va attendre s'il faut attendre. Alors, les boutures, il faut savoir que si on fait, par exemple, un camélia de semis fait un pivot, si on fait un camélia de bouture, il n'y a pas de pivot. On n'a que les racines secondaires, le pivot ne se forme jamais. La plante, elle va pouvoir s'enraciner, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on n'a pas du tout la même chose sur le très long terme. Alors pour écouter la musique des plantes, c'est pas un problème non plus. Si c'est pour avoir des camélias en pot que vous faites écouter, c'est pas un souci. L'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas de pivot à gérer sur le long terme si vous avez des plantes en pot. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur, j'ai dû le montrer hier, je pense, sur la partie, quand on voit le graphisme, l'équaliseur à l'écran, on peut savoir la manière, donc tout ce qui est en dessous de 1000 Hz, ça correspond aux racines. Et quand on a la partie, comme si, alors, ce que l'on voit, c'est une gamme repliée, parce que la plante, elle fait bien bien en dessous 20 Hz et bien au-dessus 20 000, et donc l'appareil va replier, c'est comme une gamme repliée, donc tout ce qui est en dessous 20 Hz et au-dessus 20 000, ça va replier dans la gamme audible pour nous, c'est un appareil pour faire de la musique en fait, pour capter le son d'un végétal. Et donc, empiriquement, on a pu définir que tout ce qui est en dessous de 1000 Hz correspond à l'activité racinaire, enfin, c'est comme ça qu'on l'interprète, puis quand on peut corroborer ça, et tout ce qui est au-dessus de 1000 au niveau de la partie aérienne. Pour l'instant, ça tient la route en faisant comme ça avec le matériel en question. Alors, quand on a la ligne qui va en dessous de 1000 Hz, qui va tout droite comme ça, là on peut dire que c'est une plante qui est de semis. Comme ça veut dire qu'elle fait bien en dessous 20 Hz au niveau des fréquences captées. Donc comme c'est une gamme repliée, ça fait une ligne tout droite en fait. Ce qu'on n'a pas. Par contre, si on a une bouture, en fait, on va voir, ça va commencer à 20 Hz ou à 45 Hz ou 50 Hz, suivant des fois 70 Hz pour des plantes qui ont assez peu sur une fougère, par exemple, qui est par division, on a 70 Hz. Par exemple, une fougère qui est avec un spore, hop, on aura cette ligne tout droite. Voilà, on pourra le montrer tout à l'heure s'il faut pour certaines choses. Donc voilà. Donc l'idée, effectivement, c'est pousser un pot, c'est pas grand-chose. Par contre, si c'est des plantes pour votre jardin ou si vous voulez faire une agroforesterie ou un jardin pour un jardin de musique des plantes, parce que ça va venir. Là, on est en train de travailler sur un conservatoire de musique qui sera dédié à la musique des plantes, par exemple, au sud de Paris. Donc, ça sera une serre. On aura des gradins qui pourront se... voilà. Et l'idée un peu folle de l'histoire, c'est que sur un spectacle qui pourrait avoir lieu, les plantes seront en pleine terre et c'est elles qui vont gérer les lumières du spectacle. Oui, on va aller jusqu'au bout du système. Voilà. Alors, ça, c'est le principe des fonds européens a été défini. Bon, maintenant, il faut que ça se mette en place. Mais si ça arrive. Alors, l'intérêt de ce conservatoire, c'est que c'est une ville qui est dite sous-économiquement équipée, on va dire ça comme ça, et qu'un conservatoire, ça coûte assez cher. Et donc, faire ça permet, quand il n'y a pas de spectacle, en fait, on peut visiter la serre. Donc, ça fait double emploi. Et donc, c'est ça qui va être intéressant dans cette aventure. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, on peut prendre des boutures, des divisions. Enfin, toutes les méthodes habituelles d'horticulture sont bonnes pour faire de l'horticulture pour son jardin. Juste l'idée de dire que si vous voulez planter un arbre, il y a quelques personnes ici qui ont pris des Firmina simplex, par exemple. Firmina, donc on les plante jeunes, donc c'est des plantes qui font 20-30 cm, pas plus, 1 mètre maximum. Il faut que les racines soient entières, sinon c'est des semis d'1 an ou 2 ans. Grand maximum, sinon après c'est trop tard. Il faut vraiment planter des arbres ou dans votre jardin que des plantes avec des racines entières. Voilà. Et donc si ce sont des arbres uniquement de semis, et autrefois d'ailleurs,
on faisait des semis systématiquement et après on greffait. On dit oui, c'est pour avoir la variété, etc. Alors c'est pas faux il y a pas, à partir des années, on va dire 1800, 1850, on a greffé effectivement pour avoir la variété de pommes que l'on voulait par rapport à un milieu plus ou moins humide, etc. Mais au départ, c'est pas ça. On savait qu'un semis était quasiment indestructible par rapport aux évolutions climatiques sur le long terme, mais si on voulait avoir justement une variété plus fruitière, on s'affranchissait de l'irrigation. Comme les racines sont profondes, beaucoup moins sensibles à la sécheresse, et on greffait d'abord pour éviter d'arroser. C'est ça le début du greffage. Et ça, on a complètement oublié ça aujourd'hui. D'où l'importance de ça. Oui, pardon. Les Ah oui. Oui, on a fait ça. Alors, une petite histoire avec ça. C'est pour ça qu'on a un disque sur les bonsaïs. Je ne sais pas s'il y en a encore. Parce qu'on avait, lorsque quelqu'un est venu, quand on a écouté les plantes de Monsieur Même Tout le Monde, quelqu'un était venu avec un bonsaï. Donc un érable de 3 ans. La personne est très contente de son petit bonsaï, parce que beaucoup de temps, etc., avec des fils de cuivre, et puis pour faire des jolies formes et tout. Ok. Quand on a branché ce bonsaï, on a entendu, comme certaines vidéos, avant c'était tout sauf harmonieux, comme on a entendu ces jours-ci. Et donc je suis allé en pépinière, j'avais le même érable, j'ai branché l'érable, et l'érable de la pépinière qui était juste, pourtant à l'époque taillé quand même, mais juste pour la culture, les taille, paillé, lapin. Bon, je caricature bien sûr la musique. C'est pour dire que d'un côté le bonsaï c'était compliqué, parce que effectivement, quand vous avez un bonsaï, je ne sais pas s'il y a des amateurs de bonsaï ici, si vous avez un bonsaï, non. Mais en fait, régulièrement vous sortez la plante du pot, vous mettez en racine nue, vous remettez du terreau, vous le taillez très régulièrement, vous mettez des fils de cuivre. Alors les fils de cuivre, j'imagine, vous mettez l'arbre avec des branches et des fils de cuivre, avec tout ce qui peut se passer au niveau de l'électromagnétisme, etc. Ça doit changer aussi quelque chose, donc c'est très compliqué. Elle n'arrive pas à pousser, elle n'arrive pas à s'établir. Tout ça pour un visuel qui est ce qui est peut-être très beau au demeurant. Alors, on avait dit ça, et puis c'est vrai qu'à l'écoute, on entendait donc l'activité de la plante qui était, pour rester carré, compliqué, parce que quand on taille une plante, on trouble l'activité d'une plante, donc on entend une activité qui est troublée par rapport au métabolisme de la plante. Et donc c'est ce qui fait qu'on entend dans les aigus, on va dire, la plante va faire pour cicatriser, etc. Donc ça se passe au niveau du feuillage, majoritairement parlant, et c'est compliqué. Alors quand on a fait le premier festival en 2017 à Paris, il y a des grands bonsaïs, donc 1754 je pense pour le plus ancien, 1952. Et un maître bonsaï a dit oui Jean, vous dites ça, mais quand même bonsaï, quand même c'est un bonsaï. Oui bien sûr. Mais il disait que quand un arbre comme ça, au bout d'un moment, au bout de 50, 60, 70, 80, 90 ans, 100 ans, 102 ans, à un moment donné, on ne le taille presque plus. En fait, il prend la forme du pot et puis on n'intervient plus. Et donc, il doit sonner comme un arbre en pleine nature et tout. Bon, alors c'est ce qu'on a fait donc à Vincennes. On a capté donc 2 bonsaïs, on a fait un CD avec. Effectivement, il a raison de dire que on retrouve l'harmonie de la même plante qui est à l'état sauvage, mais si on en parlait au niveau, la vitesse, par contre, de diffusion était beaucoup plus réduite. Donc ça, c'est vraiment la vitesse, l'activité moléculaire électrique est très importante. Plus la plante est vive, mieux elle est en bonne santé. La même espèce qui est en bonsaï, l'activité sera éventuellement dans la même typologie sonore, mais avec une vitesse beaucoup plus réduite. Et ça, c'est un signe quand même. Donc toute la plante est au ralenti, c'est ce que ça veut dire. Et donc elle s'adapte, mais quand même. Oui. De toute façon, quand vous captez une menthe qui est en pleine forêt, vous allez capter avec votre capteur la menthe plus ce qui est autour, forcément. Donc automatiquement. Après, lorsque vous avez une menthe en pot, vous captez la menthe qui est en pot. Et si vous l'arrachez, c'est une plante qui va se réinstaller en pot. Mais ça peut bien aller aussi, bien entendu. Il n'y a pas de problème là-dessus. La plante est résiliente quand même, bien sûr. Ouais. Mais c'est une menthe. Les menthes, elles peuvent marcoter toutes seules. Elles n'ont pas de pivot en soi. Oui.
Tout est bien. L'intérêt des plantes en pot, c'est qu'on les a ici, sinon on serait toujours parti à l'extérieur, ou quand on est dans un hôpital, évidemment, un plante en pot, c'est obligatoire, hein, sauf pour les gens un peu valides. Voilà. Donc en fait, ça n'a pas une importance importante. Tout ce que l'on peut dire par rapport à l'activité électrique, c'est ce qu'on cherche. Vous avez remarqué ici, il y a beaucoup d'espèces botaniques, d'espèces sauvages. Il y a un cultivar, 2 cultivars. Autrement, des plantes qui ont été sélectionnées par l'homme. Tout le reste sont des espèces sauvages. Ce qu'on a pu démontrer dans nos travaux, en fait, c'est que plus une plante est ancienne, donc les fougères, 450 millions d'années d'évolution, d'une activité, etc., importante. Mais si on prend une espèce définie, un genre défini, et que l'on écoute l'espèce, on a une activité électrique qui est importante. Si on l'hybride, eh bien, l'hybride pour les générations, encore, ça peut tenir, l'activité électrique est importante. Par contre, sur des plantes qui ont des séries d'hybridations de 5e génération, 10e, 15e génération, eh bien, on perd de l'activité électrique, donc on perd de la puissance de la plante, donc on a des plantes plus fragiles. Et c'est une des raisons pour laquelle, quand vous avez des cultures qui ont été hybridées X fois en maïs, par exemple, vous avez des... Donc on va avoir une activité, bien sûr, qui est l'hybride a été fait pour avoir un choix de résistance à ceci, cela, mais en fait, on perd plein d'autres résistances que la plante avait. Je prends un exemple. On a des végétaux, le maïs va résister mieux à la sécheresse, par exemple, mais il devient très sensible à la pyrale. Ouais, on perd un truc, on gagne un truc, on en perd 3 ou 4. Donc ça, c'est le côté important. Et puis, donc, plus une même variété hybridée X fois, on perd de sa résistance. Donc un cultivar, il a été cultivé donc, par l'homme, sélectionné par l'homme, et s'il est vraiment une sélection d'une sélection d'une sélection d'une sélection, en fait, on perd cette activité électrique. Donc ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, ça peut être aussi dans les promenades botaniques sonores, par exemple, si vous documentez, ça aussi c'est intéressant comme promenade botanique. Vous allez dans un endroit ou dans un jardin botanique, par exemple, ou dans quelque part, vous allez pouvoir identifier des végétaux. Regardez les végétaux qui y sont, faites une recherche, regardez s'ils sont des hybrides ou des espèces botaniques, par exemple. Et puis, vous allez faire votre parcours par rapport à ça. Et ce qui serait intéressant, c'est vous prenez... ici, il y a des camélias, par exemple. Vous branchez un camélia qui est une espèce botanique de semis, de surcroît, ou un hybride de bouture de dernière génération, etc. Vous allez voir la différence. Mais c'est bien de l'entendre, en fait. Voilà. Et on peut le démontrer. Disons qu'elle est résiliente parce qu'en fait, tout ce qu'elle est, c'est l'évolution de la plante depuis qu'elle est sur place ou dans son évolution. Donc, quand une fougère botanique a 450 millions d'années, imaginez tout ce qu'elle a connu pour s'adapter, pour résilier et tout ça. Donc, alors qu'un cultivar, en fait... alors là où ça a son intérêt, par exemple, quand il y a un botaniste qui avait introduit Cornus hongkongensis de Hong Kong, donc, et... à Hong Kong, donc il y a le climat de Hong Kong, que je ne vous décris pas, qui est chaud, humide, et il n'y a pas de froid. Et le Cornus hongkongensis n'a pas d'écorce. Il y a comme beaucoup d'arbres qui sont dans des pays chauds et humides, souvent ils n'ont pas d'écorce. Ou une écorce très fine, on va dire ça comme ça. Il y en a une, mais très fine. Et puis, quand les greffons ont été introduits, en Allemagne en premier, dès le greffon, donc ils ont greffé en février, la pousse s'est mise à faire de l'écorce comme on en voit en Europe. Et donc ça, ce qui, pour les botanistes, ça veut dire que cette plante-là, dans l'évolution, dans son parcours dans le temps, à un moment donné, elle a connu les dernières glaciations. Donc elle s'est souvenue que en Allemagne, il peut y avoir du froid, donc elle a refait de l'écorce comme elle avait fait du temps des dernières glaciations. Toutes les plantes près de Hong Kong sont des plantes plus récentes qui n'ont pas connu les glaciations, donc elles n'ont pas d'écorce, elles n'en font pas. Enfin, pas la même épaisseur, oui. Je crois pas, parce qu'en fait, c'est quand même c'est de la génétique quand même. Donc, quand génétiquement une plante est conçue avec tel paramètre et qu'elle s'adapte, etc., que par sélection horticole, vous avez une vision, mais vous avez perdu plein de résilience de la plante, si c'est là, ça revient pas parce qu'une plante va faire de la musique à côté. Ça, non. Il faudrait le démontrer, à mon avis, on va avoir du mal. Par exemple. Bon, voilà. Donc, je sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. C'est l'idée, oui. Bio. Eh ben, tu prends ton bambou, tu le branches sur ton ordinateur, tu regardes la courbe et ça te dit si le pivot. Alors, dans le commerce moderne, 99,99% des plantes ont le pivot coupé. Hein. Ça, c'est parce que c'est plus. À Gaujac.
Alors pourquoi tu veux trouver des plantes partout, sauf ici? C'est une blague. Oui, non, mais je sais bien. Ben, en fait, dans ton secteur, il y a pépinière dans les Avins qui fait des plantes qui respectent ça. Après, vous avez à Paris, pépinière, comment... Ah, Nicolas. C'est Nicolas pour nous, mais le nom de la pépinière, j'ai oublié. Bon, bref, il est à Meudon, voilà, qui est cultivé en bio. En fait, en culture, en bio, en pépinière et sans couper, on est peut-être 4 en France sur 2000 pépinières, hein. En fait, pour vous dire l'intérêt du monde du règne végétal en France, quand je suis allé en Nouvelle-Zélande pour mes voyages, j'ai débarqué dans un monde. Donc la Nouvelle-Zélande, 5,5 millions d'habitants à peu près, c'était 98. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Et il y a 19 parcs nationaux, non 22 parcs nationaux, 36 revues de jardinage, 2 émissions de télévision à plein temps spécialisées dans le jardinage et 2500 pépinières. En France, vous connaissez le nombre que nous sommes, 2000 pépinières, donc 13 parcs régionaux, 4 revues de jardinage dédiées. Enfin, vous voyez, c'est pour dire qu'on a moins d'intérêt. Donc après les techniques, tout ça. Mais par contre, ça change. Grâce à tous ces travaux-là, et notamment au symposium, on a des gens aujourd'hui, après Scrive avec Célage très bien, là on est en train d'essayer de mettre au point une culture où le pivot ne sera plus coupé. Donc ça demande de tout changer, y compris la demande du client, quoi. Donc bon, mais ça va se faire. Mais donc pour l'instant, effectivement, ça ne se trouve pas partout. Voilà. Et bien voilà, la conclusion de tout ça, c'est de dire que quand vous cultivez, souvent on sous-estime le simple pot, le simple terreau qu'on met dedans, et on a des clés pour faire très simple, hein. Je répète, pour le pot, vous prenez un terreau acide ou neutre, ça marche pour toutes les plantes, y compris les plantes de terrain calcaire, c'est quand même pratique de le savoir. Vous prenez un compost, si vous faites vous-même un très vieux, ça marche pour toutes les plantes, c'est universel. C'est quand même pratique de le savoir. Vous voyez, les clés de jardinage, c'est simple quand même à ce niveau-là. Vous euh, donc le compost, qu'est-ce que j'ai dit après le pot, vous arrosez avec de l'eau. Ah si, on en a parlé quand même suffisamment pendant le festival. De l'eau qui ne soit pas de l'eau polluée. Donc une eau de pluie par exemple, c'est parfait, parce que même si elle n'est pas parfaite, elle est beaucoup mieux que l'eau du service ou d'une... Voilà, donc ça c'est très bien. Si vous le... Ah de pluie d'orage, bien entendu, ça c'est encore mieux. Elle est déjà dynamisée, direct, puissance XXL. Bien sûr. Donc ça, c'est des 12 stocker l'eau, etc. Et comme ça, on y arrive très très bien. Après, pour finir, une petite anecdote, si des gens veulent prendre des plantes, puis ils circulent un petit peu pour ce qui nous est arrivé, nous faire des présentations comme ça à Paris, etc. Donc, si on y va en voiture, c'est bien, ok, pas de problème. Si on y va en train, on est pendant les valises et tout, ça, vous voyez, c'est quand même moins pratique pour la plante. Mais ce qui est important, c'est que dans la chambre d'hôtel, vous sortez votre plante, vous arrosez et tout, il faut que la plante soit avec vous. Si elle n'est pas avec vous, ça ne marche plus. Une fois, on avait fait l'erreur magistrale. On est allé en Angleterre. On a fait une tournée en Angleterre. Et j'avais le 4x4 et la remorque pleine derrière, etc. Donc les plantes, je les ai mis dans la remorque, enfin celle du concert botanique, dans la remorque. Donc le trajet, le ferry, Premier jardin où on fait la conférence. Ouf, ça n'a pas été drôle l'histoire. Heureusement, c'est un jardin botanique, il y avait des plantes dans le jardin. Mais après, on a compris, on a mis les plantes dans la voiture avec nous. Voilà. Et là, pas de problème. Donc, vous voyez, le conducteur, le passager, 3 plantes derrière, ceinture de sécurité. Et là, ça paraît... on a failli. Alors, non mais c'était une tournée, on n'était pas comme ça, mais globalement, ce qui veut dire que c'est important, quoi. Voilà. Ne sous-estimez pas ce que peut ressentir la plante dans sa propre biologie, quand on la transporte quelque part. De même, j'ai vu ça, des gens qui... mais c'est vrai aussi pour les professionnels, des plantes de fougères, par exemple, ils vont transporter, puis le temps de les mettre dans la salle, ils vont les laisser même 2 heures au soleil avant de les rentrer. Mais vous les faites cuire 2 heures au soleil, alors que ça ne marche pas. Et après, si vous les branchez, celle-ci, je vais vous dire que ça va être difficile. Voilà. Donc, ça aussi, c'est très important. Oui.
Ah, c'est intéressant. Est-ce que les animaux qui dorment en pleine forêt meurent par asphyxie Enfin, c'est une réponse très, très facile. Non, en fait, non, bah non, après, c'est plus une question sanitaire par rapport au terreau. Enfin, non, mais la plante, elle a de la respiration, donc elle produit de l'oxygène et de temps en temps, effectivement, elle produit aussi du carbone. Mais globalement, elle produit de l'oxygène et souvent dans le même temps. Donc la nuit, elle réduit effectivement sa respiration, mais dans ses réserves, elle peut aussi, elle n'émet pas du carbone toute la nuit pour vous étouffer. Ça, c'est. Voilà. Vous pouvez dormir dans. Sinon, on ne dormirait jamais tout seul. Il faudrait dormir tout seul, chacun dans votre chambre. Hein. Même pas dormir en couple, j'imagine bien. Tu veux dire un mot sur photosynthèse Oui, peut-être alors, un mot sur photosynthèse. Marc va faire. alors, deux choses. Un mot sur les écorces. Euh, Pourquoi un arbre a de l'écorce? Ben, c'est pour éviter de se déshydrater. Et en fait, comme je l'ai expliqué dimanche, le gros problème qu'il y a avant, la vie est née dans l'eau. Et quand vous êtes dans l'eau, il n'y a pas de problème. Dès que vous avez dû sortir de l'eau, ça a été le problème de base des premières cellules. Comment faire pour ne pas se déshydrater? Donc les plantes, qui ne sont pas les arbres, elles ont résolu le problème en mettant une petite couche de graisse. Et vous avez la cellulose qui constitue la tige, et puis il y a une petite couche de graisse qui permet de protéger la plante de la déshydratation. Ça marche bien si la plante n'est pas trop grande. Mais pour les arbres, évidemment, eux, ils ont développé des écorces qui sont des choses beaucoup plus étanches et qui leur permet de bien garder leur eau. Et d'où ce que dit Jean, quand vous êtes dans un pays où il fait chaud et humide, l'écorce, on n'en a plus besoin, puisque on retrouve des milieux qui sont quasiment identiques à ce qu'on a connu. Ensuite, c'est vrai que dans la photosynthèse ne peut se faire que le jour, parce que le jour, il faut du soleil pour faire la photosynthèse. Et le sucre ne se fabrique pas comme ça. C'est en fait, vous transformez l'énergie du soleil, la lumière, en sucre. Et ça, c'est pour ça que si vous êtes la nuit, ben, la plante, alors je ne sais pas, elle dort, mais elle ne peut pas faire ça. Cette activité-là, elle n'est pas possible. Par contre, il faut qu'elle assure son métabolisme, ses mécanismes vitaux. Donc là, elle fait comme nous. Nous, on n'a pas le soleil, on ne l'utilise pas, mais quand il fait nuit, elle inverse le cycle de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'au lieu de produire de l'oxygène, elle respire l'oxygène pour relâcher du CO2, comme font toutes les cellules normales. Mais bon, alors à moins que vous ayez un platane de 40 mètres de haut dans votre chambre, où là vous allez commencer à vous inquiéter effectivement de la quantité. Si c'est des plantes d'appartement, enfin des plantes, la quantité de CO2 ou d'oxygène absorbé n'est pas... Bah, en fait, il suffit d'aérer la pièce, enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci. Enfin, après, je suis pas médecin. Non, mais après, je suis pas médecin, donc je ne sais pas si effectivement dormir dans une pièce tout volet fermé, fenêtre fermée, rideau tiré, avec des plantes de partout, il y a peut-être un problème. Et là, il faudrait demander à des médecins qu'est-ce qu'ils en pensent. Attends. Les plantes, est ce qu'on apprend aussi en biologie, même moi je voyais, j'avais des voisins agriculteurs qui avaient des serres à tomates, ils font des extractions de CO2 dans des cuves d'air liquide de 50 000 litres qu'ils retransforment en gaz pour booster la croissance végétale. Donc le CO2 x2 ou x3 de 0,03 à 0,06, ça va, la plante elle s'en porte que mieux. Par contre, il y a un seuil au moment donné, je crois que c'est létal pour l'homme, mais je ne sais plus si c'est 0,7 ou 0,8. Voilà, mais atteindre ces taux-là avec la photorespiration de nuit, c'est plus qu'improbable quoi, avec une plante. Plus qu'improbable. Il faudrait vraiment remplir les mètres cubes, etc. C'est très, très peu probable. Voilà. Donc, par contre, au niveau des hôpitaux, c'était plus ce que contient le sol du pot qui peut être problématique quand des gens ont été opérés. C'était plutôt ça. Enfin, Olivier est peut-être plus là-dessus, plus que le problème de photosynthèse. Voilà. Eh bien, alors, dernière question.
Alors, bonne question. Pour nourrir une plante en pot, c'est si on n'a pas d'eau informée ou voilà. Vous prenez un compost quand vous installez votre plante dans le pot de terre, vous pouvez prendre par exemple 20% de compost, 10% de terre végétale et le reste comme un peu comme un support. Ça peut être de la tourbe, ça peut être des copeaux de bois, ça peut être une terre de sous-bois si vous voulez, qui est déjà aussi pas mal chargée en éléments fertilisants naturels. Voilà, ça, quand vous mettez ça, vous ne revenez pas à l'alimentation de la plante pendant au moins 5 ou 6 ans. Oui. Là, vous allez voir, la plante va vous le dire quelque part. Après, si vous voulez, sans changer le pot, rajouter, c'est là où je parlais de, on peut acheter, si on doit acheter, la marque Orbrun par exemple, parce que c'est fait naturellement, c'est industriel, mais artisanal quand même au niveau de la composition, etc. Où il y a Germiflore, où vous faites vous-même votre terreau, mais le message aussi de ça, c'est de ne pas suralimenter les plantes, parce que c'est pas logique. La plante vit d'abord d'informations avec la photosynthèse, etc. Elle n'a pas besoin de matière pour pouvoir être alimentée, ou très peu. Donc en fait, si on met un compost tous les 5 ans sur un pot, ça suffit largement. Bah, vous avez les radicelles, en fait, quand on met dessus, parce qu'en fait, ça ne marche. Quand on Alors, met la plante. n'oubliez pas que la terre, c'est de l'eau. Hein. Majoritairement. Donc, non, mais si votre terre est humide, il y a toute l'information qu'il faut. Par contre, si votre terre est sèche, Ça marche plus. ça ne marche plus. Mais n'oubliez jamais qu'il y a des choses qui semblent ne pas être de l'eau, mais qui sont de l'eau. C'est pour ça que j'ai créé le concept d'eau morphogénique, pour expliquer aux gens que l'eau, vous ne la voyez pas forcément comme dans la carafe, quoi. Ouais. C'est beaucoup plus que ça. Dans l'argile, il y a beaucoup d'eau. Et puis j'ai une question pour Jean, parce que ça, il faut que tu nous le dises aussi. Et ça, c'est toi qui connais ça. C'est qu'une plante a aussi besoin de lumière. Oui. Donc, oui. quand même. Mais on sait qu'il y a des plantes d'ombre et des plantes de soleil. Oui. Est-ce que si on met une plante d'ombre au soleil, même si le terreau est bien fait, Oui. oui, non, mais Oui. il faut aussi penser à la qualité de la lumière que vous donnez à fait. votre plante. Alors, ça marche. C'est comme pour l'acidité ou le côté calcaire, ça marche dans un sens, ça marche pas dans l'autre. Si vous prenez une plante de plein soleil que vous cultivez à l'ombre, elle va prospérer. Elle va faire des feuilles plus grandes, elle va moins fleurir parce qu'elle est habituée à avoir davantage d'énergie pour fleurir, etc. Mais elle va pouvoir subsister. Ça, c'est quand même un point capital. D'ailleurs, en plante d'appartement, on voit bien. À l'inverse, si vous mettez une plante qui a tout son métabolisme, toute sa forme, toute sa photosynthèse par rapport à l'ombre, vous la mettez au soleil, elle reçoit beaucoup trop d'énergie, elle grille, elle ne peut pas, même techniquement, même si elle respire davantage, si les racines demandent davantage, si la photosynthèse demande davantage d'eau au niveau des racines pour pouvoir alimenter tout ça, en fait, c'est comme une pompe qui cavite, elle finit par aspirer de l'air, et c'est ce qu'on appelle l'embolie gazeuse des arbres ou des plantes. Voilà. Donc ça marche dans un sens, ça ne marche pas dans l'autre. Donc il faut aussi se préoccuper de est-ce que c'est des plantes d'ombre ou de soleil. Alors absolument. Quand on est en intérieur. Oui, tout à fait. Mais là, par exemple, vous avez le jasmin gracillimum, qui est une plante de plein soleil et de chaleur. Il est là avec les fougères, parce qu'en fait, ici, on a une verrière au-dessus, c'est quand même confortable pour avoir des plantes à l'intérieur. Si vous avez un Velux, une verrière, ça vaut quand même, c'est beaucoup plus... Si on avait mis les plantes ici, elles seraient toutes vers la porte, elles seraient compliquées, etc. Voilà. Donc là, il y a la luminosité, je dirais, zénitale suffisante pour avoir des plantes aussi bien de soleil. On pourrait avoir des rosiers à cet emplacement-là aussi, par exemple. Et pourtant, parce que on appelle ça une ombre claire. À l'ombre claire, tout le monde peut vivre. C'est c'est une position de la plante où elle peut vivre. Une ombre noire, il n'y a que les plantes spécifiques qui peuvent y vivre. Et c'est pareil, vous avez un soleil doux, un soleil fort. Soleil doux, les plantes peuvent s'adapter. Soleil fort, il n'y a que des plantes spécifiques. Les cactus, les plantes grasses, tout ce qu'on connaît de ce type-là. Et on ne peut pas inverser. Et même, c'est pour ça que je prenais l'exemple tout à l'heure, si on transporte des plantes, et puis avant de les mettre dans une pièce, où on parlait des pads ce matin, etc., puis vous déchargez votre voiture, vous posez ne serait-ce qu'un quart d'heure votre fougère en plein soleil, vous avez fait une erreur magistrale. C'est pas possible. Par contre, si vous posez votre rosier qui a été au soleil tout le temps, et que vous l'emmenez avec vous parce qu'il est en fleurs, parce que c'est joli pour les gens qui vont voir et vous écoutez la musique du rosier qui est très belle, la plante de plein soleil qui vit pendant un temps à l'ombre, c'est pas un problème pour elle. Ça marche dans un sens, ça ne marche pas dans l'autre. Voilà les clés, basiques et simples.
Alors, on arrose. Alors, oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, ce qu'il faut créer, c'est comme une pluie naturelle. D'ailleurs, on va d'ailleurs parler en même temps des bacs à réserve d'eau, en fait, parce que si on ne sait pas s'en servir, on fait beaucoup de mal aux plantes. On arrose toujours une plante par le dessus, par la motte, toujours. Et après, comme ça réhumecte la motte. Et effectivement, le surplus va être dans la coupelle, mais c'est fait juste pour pas que l'eau coule partout. C'est pas fait pour remplir par la coupelle, parce que les plantes, elles n'aiment pas, à part les plantes aquatiques, qui vont par capillarité, comme ça, il faut toujours qu'il y ait une variation entre un flux, un reflux, entre l'humidité. Donc il faut recréer comme une pluie, en fait. Même une plante qui aime l'humidité, ne l'arrosez pas tout le temps. Vous l'arrosez, elle est bien humidifiée, vous la laissez sécher, sécher. Et puis à un certain stade, elle va demander, vous réhumectez. Et c'est là où j'en reviens aux plantes, les bacs à réserve d'eau. Très souvent, on prend une plante, hop, on remplit le bac de réserve d'eau, puis on maintient l'eau dans le bac, et puis je ne comprends pas, la plante meurt. Bah oui, elle est asphyxiée complètement. Ça ne marche pas comme ça, un bac à réserve d'eau. On prend le bac à réserve d'eau, on met la plante, etc. On arrose la motte. Une fois que la motte est humidifiée, on remplit le bac, et on ne touche à rien jusqu'à ce que le bac soit vide. Et une fois qu'il est vide, on remplit par la motte, encore à nouveau. Une fois que c'est réhumidifié, on remplit le bac et c'est reparti pour un tour. Exactement, on recrée une pluie artificielle. S'il y a de l'eau tout le temps, ça remonte par capillarité, il y a trop d'eau pour les racines, elles finissent par pourrir. Donc voilà, si on ne sait pas s'en servir, c'est plus mauvais qu'autre chose. Alors qu'un pot de terre, c'est facile, on remplit toujours par-dessus, on a toujours ce système naturel. Alors la dimension des pots, alors il y a aussi, effectivement, il y a une croyance là-dessus, notamment, alors ça en pépinière aussi, effectivement, on a des pots qui sont bon, on a la jeune plante, on rempote un peu plus grande, etc. Donc, quand on est en amateur, on fait ça aussi. Mais si on produit ces plantes ou on achète une plante et que l'on a l'emplacement définitif de la plante et on sait que ça prend telle place, prenez le pot à la taille maximum que vous voulez que la plante puisse aller. La plante, elle sait très bien où elle s'installe. Et donc, si vous donnez un pot d'1 mètre cube parce que c'est 1 mètre cube, tant mieux. Même si c'est une petite bouture que vous avez achetée, il y a une disproportion au début, vous allez voir, elle va être super contente. Et vous aurez une plante plus belle, plus vite, beaucoup plus résiliente, sans problème. Donc la taille, il faut donner. Plus la plante se sent en pleine terre, mieux elle est. La plante, au départ, elle n'a pas été prévue qu'on arrache, qu'on la mette en pot, qu'on la contienne comme ça. Donc son métabolisme naturel, c'est d'être en pleine terre, les racines libres. Si ce n'est pas le cas, plus le volume est grand par rapport à la plante, mieux c'est. Et c'est tout le problème des bonsaïs, justement, dont on parlait, parce que on est toujours aux ruptures de la vitalité de la plante. Elle peut mourir à tout moment si on ne fait pas attention. En bonsaï, c'est ça, elle ne meurt pas. Tu sais, j'y vais pas, j'y vais pas. Le bonsaï, c'est ça. Il y va pas, il y va. Bon, voilà. Dernière, parce que j'ai dit que c'était la dernière question, mais après, il faut qu'on passe aussi à l'informatique. Est-ce que tu as essayé d'enregistrer des algues? Dans ces cas-là, le capteur. Des algues où? Ah, alors nous, on n'a pas fait. C'est pour ça qu'on s'est rapproché avec Laurent Redonjon. Voilà. Lui, il a fait de tas de recherches sur les algues et il avait lui-même créé. J'aime beaucoup Laurent parce qu'en fait, quand il a besoin d'un appareil, il regarde les prix dans le commerce, il dit ouf. Alors il regarde de comment on fait, puis il fait la le lendemain, il a l'appareil. Donc moi, j'admire Laurent pour ça. Il a une capacité d'adaptation. Et j'ai dit, tu connaissais avant? Du non, je connaissais rien à ce truc-là. Bon, voilà. Mais il y a des gens quand même, il y a des pros, puis il y a les autres. Hein. Alors. Il a fait des recherches sur les algues, comment le métabolisme des algues, plusieurs applications. Et donc, il a créé des appareils pour regarder l'activité électrique. Et il avait des courbes, des tas de chiffres et tout. Puis, il y a bien sûr des gens qui s'intéressaient aux travaux, mais il fallait être un peu pointu pour comprendre ça. Puis, ses élèves à l'université, Laurent, vous êtes gentil, mais les courbes, les chiffres pour des algues, c'était pas très glamour, en fait, pour... Et puis on s'est rencontrés parce que c'est une connaissance commune à Marc. Je suis allé voir Laurent, on lui a prêté un device et il a branché ses propres appareils de mesure sur le device. Et hop, il a entendu la musique de ses courbes. Et les algues se sont mises à chanter et donner de l'intérêt aux élèves qui ne s'intéressaient pas trop aux algues. On fait de la musique pendant le cours de Laurent, hop, on va dans le cours de Laurent. Et en fait, là, après, il s'occupe de cinématique. Donc il a vraiment associé dans la recherche sur les algues le son avec tous ces travaux qu'il faisait avant. Et donc là, en train de transcender tout ça, c'est magnifique. Non, mais nous, on n'a pas fait. Les algues, c'est spécifique, il faut un milieu spécifique, c'est une vraie connaissance à part. On a décidé de ne pas s'éparpiller, donc déjà on fait pas mal de choses. Donc on reste quand même dans notre domaine spécifique. Puis après, on va appeler qui... Jean, j'ai une dernière question. Oui. Parce que j'insiste. J'ai bien parlé de qualité de la lumière. Oui.
quand tu as une lumière qui traverse un verre à vitre, Oui. tu coupes toute la partie UVA. Mm. Tu laisses passer le visible, parce que c'est le rôle de la vitre, mais par contre, toute la partie UVA est coupée. Est-ce qu'une plante a besoin de cette partie qui nous fait bronzer? Mm. Mais est-ce que le fait que d'être dans une serre donc vitrée ou en plein air, ça fait une différence? Alors pour les d'ailleurs dans les serres horticoles qui sont dédiées pour les jardins botaniques par exemple, on faisait des verres cathédrales. Tu te rappelles les verres cathédrales? C'est des verres, on donnait l'inclinaison au verre pour que les rayons puissent quand même passer par une réflexion qui est différente. Mais les rayons UV. Oui. Oui. Non, donc il faut aussi des UV Voilà. pour les plantes. Oui. Quand une plante reste à demeure dans une serre, par exemple, eh bien, il y a des verres aujourd'hui qui ont été calculés pour qu'effectivement tout puisse passer, pour que la plante soit D'accord. effectivement au maximum de sa longévité. Pour des cultures courtes, on s'en occupe pas. On a Donc des... chez soi, il vaut peut-être mieux de temps en temps ouvrir les fenêtres. Ah oui, bah, de toute façon, Non, oui, mais oui, bien C'est sûr. des trucs pratiques. Oui, bah, ici c'est beaucoup aéré, c'est vrai. Oui, pardon. Jean-Claude voudrait dire un mot. Ah, oui, pardon, vas-y. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais tu dois connaître, je pense, Marc, l'expérience de Kazantziev. Les plantes? L'expérience de Kazantziev. Non, ça me dit Tu ne connais rien. pas. Voilà ce qu'il a fait. Il a mis une cellule dans une boîte de pétri, une cellule, et puis dans une autre cellule, la même. Il a mis un écran en quartz, et puis après, il a rendu malade la première cellule, et la deuxième est malade 24 heures après. Mhm. Après, il fait la même chose, mais il met un écran en vert. Mhm. L'ultraviolet ne passe pas. Il rend malade la première, mais la deuxième ne devient pas malade. D'accord. Et ils se sont aperçus que le message passait dans les 220 nanomètres. Ok. Non, mais c'est bien. Donc je ne sais pas si c'est un rapport avec les plantes. Après, je sais bien. Non, mais 220 nanomètres, vaut mieux éviter. Hein. Donc voilà, en fait, pour expliquer, donc on a fait près le tour, et j'insiste bien, on sous-estime complètement le pot, le terreau, l'alimentation, etc. On peut faire très simple, mais il faut bien comprendre que ce que vous branchez, c'est une plante, et la plante est vivante, et que si elle est moins vivante, vous aurez moins d'activité électrique, donc moins de musique, et donc tout ça est caduque. Donc j'insiste beaucoup, parce qu'on a eu on a eu des gens qui ont pris tout, et puis qui ont pris la plante un peu comme un objet, et puis disent bah, je comprends pas, ça marche pas, mais bon, finalement, la plante est sèche, à côté d'un serveur informatique, en plein soleil. Et donc, tout est cumulé pour que ça ne marche pas, quoi. Donc, il faut vraiment intégrer ça. Enfin, je pense que beaucoup de gens le font, mais quand même, c'est bien de le préciser à nouveau.